Bonjour à tous. Le sujet ne quitte pas l'actualité depuis la semaine écoulée. La proposition de modification de la Constitution déposée par le bloc républicain à l'Assemblée nationale, les partis politiques de l'opposition, qu'ils soient présents au Parlement ou dans les conseils communaux ou locaux, se sont vus hier, lundi, pour unanimement dire leur opposition à cette idée de retoucher de nouveau à la loi fondamentale. Nous en parlons lors de nos débats tout à l'heure. Notre invité ce matin, c'est Ainé Hassan, notre consultant en entrepreneuriat des jeunes. Avec lui, nous allons encore une fois examiner le sujet sous l'angle de la pertinence du contexte actuel au Bénin. Ce sera en quelques minutes. Voici maintenant chez vous la une des journaux. Vous devinez que l'essentiel des productions des confrères. Ce matin, dans ce sens, nous allons scruter et faire le point des analyses proposées justement par les publications au sujet de cette sortie de l'opposition hier. Et comme je l'ai dit, on va entamer avec la une des journaux. On va commencer donc par Fraternité, proposition de loi portant révision de la Constitution. L'opposition dit niet. Les griefs contre la démarche. Lisez les détails liés à cet article à la page 3 de la production de Fraternité ce matin. Vous avez aussi dans la colonne du quotidien la réaction à chaud de Gilles Yabi, qui est politologue, à l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, c'était avant-hier. Affaire détournement de fonds à l'OPSU devant la criette. Le procès a été renvoyé au 12 février prochain, nous apprend donc Fraternité. Et puis ce séisme en Côte d'Ivoire hier. La Côte d'Ivoire, justement, le pays organisateur qui a refroidi signe Fraternité ce matin. Le Sénégal est file en quart de finale. C'était un duel pique hier. Maté libre, parrainage des maires en 2026. Une révision du code électoral suffit. Hassan Sebou pervertit le débat avec sa proposition. Révision du code électoral, l'opposition harmonise ses propositions. FCBE, le grand absent. Dynamisme info, prorogation des mandats sous la rupture. Les députés de la mouvance s'activent à prendre leur part du gâteau. Le matinal, révision de la Constitution à la page 11 du quotidien. Vous avez que le BR est engagé pour l'aboutissement de sa proposition de loi. L'opposition en désaccord. Lire les communiqués des différentes chapelles politiques au sujet de cette actualité. La première session criminelle de la criette. 8 dossiers vidés sur 9 programmés. Une nouvelle session annoncée pour le 5 février prochain. L'affiche du jour, absence du parti de Paul Humpem à la concertation initiée par les démocrates. La FCBE, un parti au destin de chauve-souris, se demande. Le quotidien, le journal Nassira maintenant. Proposition de révision de la Constitution et décalage des élections. Un an sans concession des partis, les démocrates et de ses partenaires. Politique, libération politique nationale, relecture du code électoral et révision de la Constitution. Patrice Talon reçoit Humpem et la FCBE ce jour. Le chasseur info. Université d'Abomey-Calavi, les nouvelles modalités de désignation des pré-rapporteurs de thèse à découvrir donc dans les colonnes du journal. Et puis, en manchette, examen spécial d'entrée à l'université au titre de l'année 2023-2024, mais tendu au nom bachelier. Décryptage info politique au Bénin, l'opposition défavorable à une nouvelle révision constitutionnelle. Et nous voici de retour à la une, Fraternité pour la deuxième lecture, proposition de loi portant révision de la Constitution, l'opposition dit niet. Les griefs contre la démarche sont à découvrir dans la colonne de la production de Fraternité. La réaction à chaud de Gilles Yabi à l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Et puis deux titres pour finir rapidement. Affaire détournement de fonds à l'OPSU devant la criette. Le procès a été renvoyé au 12 février prochain. Et puis
à ce, je dois dire, séisme qui a eu lieu hier à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Et ben, le pays organisateur a sorti le Sénégal de la compétition. Le Sénégal archi favori, en tout cas sur papier, a dû donc s'incliner à la phase des tirs au but. On verra tout cela, notamment déjà en fouillant à l'intérieur de Fraternité, ce sera tout à l'heure, mais retenez l'actualité d'hier à ce matin, et ben c'est cette sortie de l'opposition qui s'était consultée dès la journée de ce lundi, donc au sujet de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Les partis réunis autour du parti Les Démocrates, eh ben, ont dit leur opposition ferme à cette initiative, à ce projet-là, et vous découvrez dans les colonnes de Fraternité ce matin, eh ben, les griefs contre justement ce projet. Il s'agit notamment des griefs portés contre la démarche. Eh ben, la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale change la donne. En clair, il n'est plus possible de faire une modification unilatérale, comme c'était le cas en 2019. Et donc, aucune révision ne pourra se faire sans le groupe parlementaire Les Démocrates, puisqu'il faut les 3/4 pour la prise en compte et les 4/5 pour qu'elle puisse passer. Mais cette démarche qui tente à imposer l'option d'une révision de la Constitution est l'un des griefs de l'opposition. Dans l'opinion, l'on se demande pourquoi on n'a pas plutôt proposé une loi modificative du code électoral avant que les débats concertés avec toute force vive ne puisse amener justement à cette option-là. Allez, on va passer maintenant à l'autre actualité. Depuis dimanche, eh bien, 3 pays membres de la CEDEAO ont décidé de se retirer. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et d'ailleurs même, les 2 derniers, le Burkina et le Mali, pardon, ont décidé d'introduire la note d'information au niveau donc de la CEDEAO qui avait avancé n'avoir reçu aucune correspondance dans ce sens. Fraternité est allé interroger quelqu'un, spécialiste donc des questions internationales. Gilles Yabi, vous avez son avis dans les colonnes du journal, précisément à la page 5. Et puis la messe continentale. Nous sommes au niveau donc des 8e de finale et c'était hier assez spécial à Yamoussoukro. Le Sénégal archi favori, détenteur du titre, qui était venu en tout cas pour ne pas vendre de la moutarde avec son sans faute en phase de groupe 3/3, 9 points sur les 9. Eh bien, s'est incliné hier à l'épreuve des tirs au but face donc à la Côte d'Ivoire qui était annoncée en tout cas pour être la bête expiatoire. Tout a changé à partir de ce penalty offert donc à la Côte d'Ivoire. En tout cas, on verra bien les autres détails liés à la rencontre avec Limoumouni quand on sera au niveau de Sport Matin. Notez aussi que avant la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire, il y avait eu quand même un Cap-Vert, Mauritanie, remporté justement par les Cap-Verdiens. Vers la fin de la partie, vous avez à la page 7 du quotidien le programme de la journée. Le Mali, le Burkina Faso, c'est un duel fratricide. C'est 2 frères de l'Afrique de l'Ouest qui vont se rencontrer. Et puis le Maroc qui va affronter l'Afrique du Sud, à qui le quart s'est interrogé Fraternité. Achetez le journal et lisez toutes les informations liées justement à cette compétition continentale. Nous voici maintenant pour le bulletin d'information avec Teddy Goudala. Teddy, bonjour. Tanguy, bonjour, bonjour à toutes et La à tous. polémique autour d'une éventuelle révision de la Constitution continue de faire le tour des réseaux sociaux. Au sein de la population, les avis sont divergents. Et donc, pendant que certains approuvent l'idée d'une révision de la Constitution, eh ben, d'autres sont foncièrement contre. Dans ce bulletin, eh ben, vous suivrez les propos de quelques citoyens rencontrés par Esther Tofa. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis, couturier de base, il est devenu par la suite styliste et créateur de mode. Grâce à son savoir-faire, ses œuvres traversent les frontières béninoises, à part la mode que sa start-up exporte. Il se donne pour mission de former des jeunes afin de contribuer à la réduction de chômage au Bénin. Clément Achade nous amène à découvrir le génie créateur de Oloye Collection Plus. Et voici le bulletin. C'est l'actualité de l'heure. Chacun a son avis à propos et justement,
À Cotonou, les populations sont divisées. Teddy, il s'agit justement du projet de révision de la Constitution. Bien évidemment, Tanguy, ils sont tous unanimes sur la préservation de l'intérêt général de la nation. Quant à l'opportunité ou non de l'introduction d'une proposition de loi modificative, le contexte ne s'y prête pas selon certains Béninois. D'autres, par contre, suggèrent qu'une adaptation de la loi fondamentale aux aspirations actuelles du peuple. Le Canal 3 donne la parole aux citoyens sur cette actualité politique brûlante de l'actualité. Nous allons à présent suivre les propos des Béninois. Ce n'est pas le moment ça. Moi je suis contre personnellement. Ce que les sages ont fait depuis 1990, on ne doit pas toucher à cette histoire. C'est fondamental, c'est sacré. Et tout le monde le sait. Et pas des intérêts égoïstes là, dire qu'on va changer la constitution. Moi je dis non. Il faut le faire pour le bien de tous. Que chaque couche de la population ait son mot à dire, tête couronnée, cils, etc. Il faut le faire tous ensemble. Mais si quelqu'un, pour ses raisons personnelles, ne veut pas, on peut le laisser. Et revoir aussi l'âge l'âge présidentiable dont on a dit que ça commence de 40 ans et ça se termine à 110 ans, de revoir tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, à notre jour aujourd'hui, 40 ans, c'est pour nous les enfants aujourd'hui. Regardez là où moi je suis maintenant. Si je vous ai dit que j'attends maintenant faire le 40 ans, maintenant vous avez dit que c'est faux. Le 110 ans est encore jeune aujourd'hui. Donc de revoir tout ça là. Ce n'est pas qu'on est rentré dans une... Si c'est une autre république, c'est une autre république qu'on veut aborder, il faut qu'on aborde. Nous voulons le développement et l'évolution de notre pays. Béninois que nous sommes, aucun de nous ne peut dire qu'il y a ci, il y a ça dans la Constitution. Ça veut dire que nous ne connaissons pas les lois de notre République. Quand on parle de révision, on ne commence pas à crier, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Bon, ce qui est grave de moi, de mon côté, c'est pas qu'ils ne veuillent pas, ce qui les arrange est seulement touché. Et ce qui ne va pas arranger la population, on laisse comme ça. Là, ce n'est pas bon en ce cas. Il y a trois conditions. Si il faut toucher le code électoral et la révision, il faut commencer par libérer les otages politiques. Les commis coutiers vont rentrer. Ils doivent rentrer. Les Adjavons, les Liadi. L'article 7 de notre constitution de 90 dit qu'aucun Béninois ne peut aller à l'extérieur pour cause politique. C'est là. Mais vous l'avez violé. Conférence nationale. Veut ou pas, on en arrivera là. Éviter à ce pays un bain de sang inutile qui se profile à l'horizon. Et voilà donc pour ces propos nous rapportés par Esther Toffar. Vous le savez, j'allais dire depuis dimanche dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont simultanément annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fondée en 1975 pour promouvoir l'intégration économique de la région et composée de 15 États. La CEDEAO est désormais réduite à 13. Un retrait qui ne sera pas sans conséquences, va nous dire Eribel Label Adjovi. Ce sont des propos recueillis par Idrissou Boukari. Si le Niger, le Mali et le Burkina Faso décident de se retirer de la CEDEAO, et l'histoire est têtue, vous savez, quand nous rentrons dans l'histoire, nous allons nous rappeler de l'empire du Mali, de l'empire Manding. Et quand on parle de l'empire Manding, avec Sundiata Keita au 8e siècle et qui a eu son apogée au 14e siècle, on a vu qu'il y avait la Sénégambie, il y avait la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso,
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme il y a une volonté de ces pays-là de retourner vers leur passé glorieux, parce que l'Empire du Mali, on sait un peu ce que ça veut dire. Mais vous savez qu'il y a les tests, il y a les contests. Et quand on regarde la philosophie ou la vision dans laquelle les pères fondateurs de nos États ont décidé au niveau de l'Afrique occidentale de mutualiser leurs intérêts pour créer un ensemble sous-régional. On est loin de cela aujourd'hui, puisqu'il est question pour ces États-là qui sont sortis du giron des anciennes puissances coloniales de se mettre ensemble pour créer des ensembles sous-régionaux forts. Et on peut constater que la CEDEAO est l'une des expériences les plus enviées dans ce sens, malheureusement, au niveau de la mutualisation réelle des intérêts. Vous voyez ce qui se passe. Les conséquences sont là. Déjà, on parle de CEDEAO, il devrait y avoir la circulation des personnes et des biens, mais nous tous, nous voyageons dans la sous-région, nous voyons comment chaque pays continue toujours de maintenir sa souveraineté sans vraie considération de cette liberté, libre circulation des personnes et des biens. Sur le plan de la sécurité-défense, si vous voulez mutualiser vos énergies et qu'on ne met pas les cagnottes qu'il faut, que les États ne sont pas conséquents envers les uns envers les autres, et qu'il y a des accointances coupables avec les puissances étrangères qui ne sont pas souvent loin de ces affaires, il y a forcément histoire à réfléchir. Mais en même temps, ça va réveiller. Ça va réveiller parce que ces trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, décident d'avoir une monnaie qui leur est propre. C'est des pays qui étaient du franc CFA, et on sait comment c'est pas normal. C'est pas normal que plus de 60 ans plus tard, on puisse continuer de gérer une telle monnaie, alors que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'éco, mais toujours avec une souveraineté réduite. Non, il va se poser beaucoup de problèmes, mais je pense que par rapport à la situation initiale, ces pays, on peut le regretter parce qu'on est ouest-africain, mais ces pays ont le courage de tenter une aventure. Quel résultat cela va donner, c'est l'avenir qui nous le dira. On peut regretter ce départ de ces trois pays, mais peut-être que c'est un mal pour un bien. À l'instant, Eribel Label Adjovi, spécialiste des questions internationales. Sur ces images maintenant, le laboratoire de biothématique et d'estimation forestière, la BEF, organise depuis hier lundi à Abomey-Calavi un atelier sur les applications de l'intelligence artificielle en Afrique dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Objectif, faire des technologies innovantes une solution face aux défis propres à ces différents secteurs. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un processus qui vise à développer à terme des applications capables de répondre à des défis de notre temps sur les plans sanitaires, agricoles et environnementaux. Cet atelier est prévu pour durer 3 jours ici même à Cotonou. Les détails de la cérémonie d'ouverture du colloque à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, ce reportage portrait pour finir ce bulletin d'information. Couturier de base, il devient par la suite styliste et créateur de mode grâce à son savoir-faire. Ses œuvres traversent les frontières béninoises. À part la mode que sa start-up exporte, il se donne pour mission de former des jeunes afin de contribuer à la réduction du taux de chômage au Bénin. Oloye Collection Plus est un artisan discret qui sort de son laboratoire le mélange de la tradition africaine et du modernisme occidental. Clément Achadé est allé dans cet atelier. De son vrai nom Sylvain Adjaï, Oloye Collection Plus est un artisan béninois qui ambitionne écrire une nouvelle page de l'histoire de la mode africaine. Sa stratégie, confectionner avec un style 100% africain en mettant en valeur les modèles du continent
et plus spécifiquement ce que convoitisent les Béninois. 20 ans après la mise en place de son atelier, il essaie de produire en mélangeant les modes traditionnels et modernes afin de mieux répondre aux réalités de sa clientèle. Nous confectionnons des tenues modernes et locales, hommes et femmes. Nous allons dire que nous ne sommes plus un simple atelier, comme on peut dire que nous sommes aussi encore un simple atelier. Mais depuis quelques années, le patron de ce centre mise beaucoup plus sur la formation de la relève de demain pour laquelle il entend apporter sa contribution. Pour ce faire, il ne cesse de penser à comment élargir ce qu'il convient d'appeler son laboratoire de création de mode. À part ses apprentis, Oloye Collection Plus tient également à jouer sa partition c'est la salle de la couture là-bas, là où on fait les coupes. Sans vous mentir, la formation qui se donne ici est une formation impeccable, parfaite, sans défaut. Une formation qui peut nous donner, qui peut nous conduire à un avenir meilleur. Pour finir la formation, c'est devenu un grand styliste, ouvrir des prêt-à-porter, genre installer des trucs comme mon patron le fait, genre attirer des clients. J'aimerais aussi fabriquer des trucs ici et attirer d'autres pays venir acheter pour aller envoyer ça là-bas, porter ça là-bas. Et puisque les gens de là-bas peuvent attirer ça aussi et venir acheter ça. 20 ans d'expérience, 20 ans de résilience dans un secteur qui se métamorphose avec à la clé des exigences de temps modernes. Mais pourtant, M. Oloye mesure bien ses contraintes dans son propre bilan et se montre optimiste et surtout reconnaissant envers les coups de main qu'il reçoit par moment. Nous essayons de tenir, d'exister malgré les difficultés que nous rencontrons dans la couture aujourd'hui. Je remercie beaucoup les gens qui nous accompagnent. Le structure Fagas, surtout le DG Fagas, il nous a beaucoup aidé. Par exemple, par rapport aux machines industrielles que vous avez vues là-bas tout à l'heure, il nous a beaucoup aidé dedans. Longue vie à lui. Malgré sa volonté de transmettre son savoir-faire à la jeunesse de son pays et surtout celle d'exporter la mode africaine dans le reste du monde, il se trouve confronté à une panoplie de difficultés. Nous savons qu'il y a des financements au niveau du gouvernement, au niveau des organisations internationales, comme BOAD et Fagas, les banques qui accompagnent les artisans. Nous souhaitons avoir ces financements pour pouvoir renouveler notre entreprise. Avec ces différentes modes créées, son ultime rêve est d'aller à la conquête du marché international de la création de mode. Ceci, non seulement pour révéler le Bénin, mais aussi et surtout toute l'Afrique au monde entier. Et voilà, donc merci à vous Clément Achadé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet exercice matinal. Merci beaucoup à vous Thierry pour la présentation de ce bulletin d'information. Je rappelle que c'est les informations concoctées par la rédaction de Canal 3 Bénin en résumé. Si vous avez besoin de vous informer plus largement, en tout cas en format plus étendu, rendez-vous donc à 13h, à 19h30 ou à 22h30 sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Allez, Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, est-ce qu'il faut appeler ça séisme, surprise? C'est pas comment. Est-ce que vous le qualifiez, vous, ce qui s'est passé hier à Yamoussoukro?
En tout cas, c'était un séisme. Ah oui, le Sénégal, archi favori, en tout cas face à une Côte d'Ivoire qui avait encaissé, ma foi, 4-0 lors des phases de poule face à une Guinée équatoriale, elle aussi d'ailleurs éliminée depuis lors. Hein. Et bien, qui fait tomber donc le Sénégal, tenant du titre, il fallait le faire. Oh oui, il fallait le faire, mais Tanguy, qui pourrait l'imaginer, puisqu'on savait, avec le parcours du Sénégal au premier tour, qu'il ne pouvait arriver à ces Lions de la Teranga, mais malheureusement, pour ainsi dire, pour les Sénégalais, ils sortent de cette compétition face à cette équipe ivoirienne qui n'avait plus rien à perdre, puisque, je dirais tout simplement, c'était un rachat pour une formation qui avait seulement 3 points et avec un triste goal average de -3 qui s'est retrouvé en 8e de finale et qui vient, l'ironie du sort, se qualifier pour les quarts de finale chez lui. Je pense que Tanguy, pour ce que nous proposons aux téléspectateurs ce matin, ces images, est-ce qu'on peut appeler ça le meilleur culpa des Ivoiriens à des éléphants à leurs compatriotes? En tout cas, vous les verrez sur ces images ce matin. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui s'était imposé hier face au Sénégal, c'était lors des tirs au but. Vous voyez cette image, c'était une image forte en fin de rencontre après la qualification. Vous le voyez, Tanguy, pour cette formation. Et puis, voilà, dans les rues d'Abidjan, il n'y avait pas eu, je dirais c'était Côte d'Ivoire sans sommeil hier, pratiquement dans les rues, ça a chauffé dans tous les coins, comme ils aiment le dire. Le football a quelque chose de magique. Comme on aime bien s'y le dire, dans tous les coins en Côte d'Ivoire, bien entendu. C'était hyper chaud, c'était sensationnel de voir cette formation ivoirienne revenir au score grâce à cette erreur. En tout cas, le Sénégal ne pourra se prendre du cet gardien. arbitrage hier. J'ai l'impression, au moment de revoir les images après, hein, que le joueur ivoirien sur lequel Benjamin Edouard Mendy, fait la faute qui conduit au pénalty était à leur jeu quand il récupérait la balle. De toutes les façons, l'assistance vidéo n'est pas allée sur ce de départ ce côté-là, de l'action, oui, justement. mais ils se sont beaucoup plus focalisés sur l'action, sur l'intervention d'Edouard Mendy. Ben voilà. Donc il était à leur jeu, hein, c'est clair, oui. Bon, peut-être qu'on verra les images plus tard et on en jugera davantage. En tout cas, pour le moment, on peut retenir que c'est la Côte d'Ivoire qui passe pour le prochain tour de la compétition après s'être imposé. Donc, tir au but sur le score de 5 tirs réussis contre 4. Il y a donc le raté de Niakate qui était le 3e tireur des Sénégalais. Le Cap-Vert, un peu plus tôt, était face à la Mauritanie. Là, on parle des résultats des rencontres disputées hier. Le Cap-Vert s'est imposé aussi sur le score de 1-0 face aux Mauritaniens. Je dirais tout simplement in extremis, Tanguy, 1-0 pour l'équipe. Dans les derniers instants. Hein. Voilà, dans les derniers instants, c'était quand même cruel. Assez oui, cruel. Absolument, c'est comme la victoire de la Guinée. Bien entendu, face à la Guinée équatoriale. Oui. En toute fin de temps additionnel. Absolument. Mais cette fois-ci, c'était en fin de temps réglementaire. Aujourd'hui, la suite, le Mali affrontera le Burkina Faso. Et puis, pour finir, on aura ce choc entre l'équipe demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc, qui affrontera les Brésiliens d'Afrique du Sud, bien entendu, les Brésiliens d'Afrique, bien entendu, parce qu'elle est composée majoritairement de l'équipe de Mamelou Sundowns, qui est considérée comme une formation brésilienne, parce qu'avec le style de jeu très impressionnant. Et puis, on aura l'occasion de découvrir qui de ces deux équipes se passera le prochain tour. Oui, on a bien peur hein, de dire qu'il y a des favoris. Le Mali, par exemple, face au Burkina Faso, en tout cas en termes donc d'histoire à la CAN, ou le Maroc avec sa dernière prestation en Coupe du Monde. Mais quand on se souvient qu'une Mauritanie a pu peut-être éliminer l'Algérie ou que la Côte d'Ivoire a pu sortir le Sénégal, on ne parle plus de favoris maintenant. Hein. Non, on peut s'attendre à tout à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Mais de toutes les façons, le Mali ou le Burkina connaissent déjà leur adversaire. C'est bien sûr la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, le Maroc et l'Afrique du Sud. En tout cas, l'un des deux passera et affrontera la République démocratique du Congo. Voilà, souhaiter une très bonne chance. Nous, on sera là toujours pour savourer les bons instants de football. En tout cas, il se passe quelque chose de merveilleux depuis 2 semaines en terre ivoirienne. Cette CAN qui nous offre, je dois dire, une compétition de grande facture, en tout cas, et de grand niveau avec des joueurs très engagés. Ma foi, c'est la première CAN vraiment où c'était vraiment intéressant. Oui, avec un public qui se déplace, j'ai dit, énormément pour soutenir les différentes équipes, qu'elles soient ivoiriennes ou pas. Allez, on va casser
L'ambiance maintenant, non, le football béninois, on va en parler. Et vous le savez, à Limoumouni, notre football est resté ou reste miné par de nombreuses difficultés pour son éclosion. C'est une situation qui ne fait que trop durer, mais néanmoins, il faut constater quand même que certains acteurs contribuent à leur manière au développement de cette discipline qu'on appelle le sport roi. Oui, on ne le dira jamais assez. La problématique est pourtant évidente à travers la performance de l'équipe nationale et le niveau des différents clubs locaux, surtout lorsqu'ils sont engagés dans les compétitions continentales. Et s'il faut déduire s'il faut déduire que pour toute réussite, il faut une bonne fondation, alors il y a de quoi encourager ces acteurs qui s'investissent, comme vous l'avez dit Tanguy, pour l'éclosion du football béninois. Et voilà donc qui présente, je dois dire, qui plante les décors du document de la semaine à découvrir ce matin. Nous nous embarquons dans l'univers d'un centre de formation en football qui a déjà plus d'une décennie d'expérience sur le territoire national. C'est le centre CFS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mesdames et messieurs, qui continue son chemin pour offrir des moments de gloire aux jeunes ferrés. Voici le document de la semaine. Cette maison, c'est le campement des jeunes pensionnaires du centre de formation Espoir Sport CFS. Nous sommes un samedi et aujourd'hui, l'équipe s'entraîne le matin. Lui, c'est Franck Hende, coach de football, chargé de la formation des pensionnaires du centre. Vous devez déjà prêter ça, il est là. Sortez les batteries. On est en retard. Normalement, vous devez être déjà dans la descente. Avec les enfants, il faut être aux aguets et surtout attentionné. Je crois que d'autres n'ont plus de bobo, hein. À part Enoch. Bon, on y va. Il est 8h30. Tous les joueurs se dirigent vers le bus. Pour ce matin, la mobilisation n'a pas trop duré. Tous les jeunes étaient déjà prêts avant l'arrivée du coach. C'est bon? Allez, installez-vous, on va partir. C'est là. On s'entraîne à Godomé-Ouedonou à 9h30. Donc je suis venu les mobiliser pour qu'on puisse vite partir faire la séance d'aujourd'hui. Seul Enoch ne sera pas de la partie. Et je ne suis pas parti à l'entraînement parce que j'étais blessé hier à l'entraînement. Tu as eu quoi? Et j'ai eu un coup, j'ai fait un choc avec un de mes camarades sur le pied. Au niveau de la cheville? Oui, au niveau de la cheville. Direction Ouedonou, dans l'arrondissement de Godomé, à 13 km de leur base. C'est donc parti pour une vingtaine de minutes de route. Voici le terrain où s'entraîne l'équipe les samedis. Déjà habillés depuis le campement, il reste une dernière touche pour que la séance commence. Les garçons vont porter leurs crampons de footballeurs en herbe. Pendant ce temps, le directeur technique du centre qui les attendait sur le lieu met en place les ateliers pour le thème du jour. Après leur séance de prière, les enfants passeront d'abord à l'échauffement. Cette première étape est dirigée par le coach Franck. C'est une séance à vocation un peu physique parce qu'ils viennent de faire une semaine sans travailler et on va tirer un peu physiquement et c'est de l'aérobie un peu extensive qu'on va leur faire mais pas trop poussé parce qu'ils ne sont pas encore dans l'âge et après ça on va travailler un peu la conservation de balles et jouer un peu partie. Dans un pays comme le Bénin où le football est véritablement le sport roi, beaucoup de centres ont vu le jour. Et presque tous les ans, il y a de nouveaux qui sont créés pour répondre aux besoins du grand nombre d'enfants férus de ce sport. Déjà, moi-même de sportif de souche, je n'ai pas pu pratiquer le football comme mon bonhomme béninois ont souhaité, mais ils n'ont pas pu le faire. Et vous connaissez les raisons. J'étais parti pour devenir gardien de but. On en était là quand j'ai vu créer dans mon pays un certain centre de formation qu'on appelle CIFAS dans le temps et qui avait vraiment l'image de ce qu'on souhaite avoir comme infrastructure de formation en Afrique. Et
Tout le monde appréciait cela quand, malheureusement, pour des raisons, une raison ou une autre, ce centre a fermé. Comme je suis déjà adulte et responsable, j'avais déjà autour de moi l'idée est arrivée de là pour dire, mais attends, je vais faire quelque chose moi. Charles Titi Goiti ne s'en revenait pas. Alors, cette situation précipite non seulement sa volonté d'accompagner les jeunes passionnés de football à concrétiser leurs rêves, mais de contribuer au développement de la discipline au niveau local. Dans les années 2011, quand je me suis dit, mais Charles, tu vas faire comment? Voilà, je n'ai pas les moyens, mais je me suis dit, ok, bien des gens font déjà de l'encadrement, on entendait déjà parler, et c'est les aînés de Taneka, de Dimension Foot, j'avais des idées sur ce qui se faisait. Moi-même, je dois faire quelque chose. C'est là que je me suis lancé dans la formation, en créant le CFES, et où nous avons fait notre entrée officielle dans les années 2012 pour pouvoir permettre à ces jeunes d'être formés dans un environnement structuré, avec le travail assez sur la thématique sport-études. Le projet CFES a ainsi vu le jour. Un centre à l'image de CIFAS, fermé en 2011. Donc le centre a été doté d'un internat au début du nom de 22 à 26 lits, où les enfants ils sont tous logés, et chacun a son lit. Et nous avons signé un partenariat avec un établissement, un collège de la place, qui est à 2 minutes de marche, 5 minutes de marche de leur lieu de résidence, où ils peuvent aller à l'école, revenir à la maison sans problème. Au CFES, la priorité est également accordée aux études. Aucune largesse n'est autorisée sur le sujet. Et Charles Titi Goiti implique toute sa famille avec une obligation de résultat. Un challenge qu'il s'est personnellement donné afin de mettre en place un cadre par excellence d'encadrement de football. Voilà. Donc je suis très très fier. Et toute ma famille, pour moi le football est comme une église. C'est une chapelle. Et je suis à l'aise dedans. En début du mois d'août, nous faisons des recrutements avec des tests d'entrée juste pour connaître leur niveau dans le football. Et dans le même temps, on le fait au niveau académique aussi. Et c'est une fois les deux réunis qu'on tient informer les parents que les enfants peuvent être acceptés au CFES. Parce que chez nous, ils sont obligés de faire les deux, le sport et l'étude. Pour cette année, ils sont 36 pensionnaires du Centre Espoir Sport CFES. 22 sont en régime internat. Pour leur accommodation, il y a le dortoir, les salles de bain, une infirmerie et une salle télé pour suivre les matchs et les causeries avec les encadreurs. Elle sert également de salle à manger. Les garçons sont admis au centre, je crois, en début de rentrée. Ils résident là, ils vont à l'école, ils reviennent, ils dorment ici. Le matin, ils prennent le thé à 6h30. À 7h moins 15, ils sont partis pour l'école. À 13h45, ils sont au déjeuner. Le dîner, c'est à 20h30. Ils ont 5 séances par semaine. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi sont au repos, vendredi sont à l'entraînement, samedi sont à l'entraînement. Les samedis sont réservés pour les matchs. Et le centre s'est doté, justement, le centre a son terrain d'entraînement, qu'on appelle Petit Paris à Révier, qui est un terrain privé d'entraînement où les enfants s'entraînent dans un cadre fermé, le terrain est clôturé. Donc quand ils sont en train de travailler, ils ne sont pas perturbés. Le terrain est clôturé. Nous avons un personnel que je peux qualifier, un personnel qui est ce qu'il faut si on veut atteindre un objectif comme le nôtre. C'est-à-dire, nous avons un directeur, un entraîneur principal, directeur sportif, que tout le monde connaît, coach Willy, j'appelle le nom avec toute fierté, Wilfried Jossa,
qui est connu, qui a fait sa spécialité dans la formation des jeunes en Allemagne et qui a accepté de nous accompagner dans ce projet depuis le lancement et qui est là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc derrière lui, il y a tout un personnel de soutien. Il y a un kiné, il y a un maître d'internat, lui-même a des adjoints, voyez-vous. Donc on a mis en place globalement tout ce qui est matière didactique, tout ce qui est personnel pour pouvoir atteindre l'objectif et nous espérons que nous sommes sur le chemin. Le CEFES est composé de 2 catégories au niveau du centre. Il s'agit des moins de 15 ans et des moins de 17 ans qui évoluent pratiquement ensemble. À côté, il y a le club CEFES des joueurs en post-formation qui évoluent en championnat de 3e division. À leur niveau, les joueurs de l'équipe engagés en Ligue amateur tiennent aussi leurs dernières séances d'entraînement les samedis matins sur les mêmes installations de Ruidonou. Notre terrain habituel, notre terrain d'entraînement, c'est celui du campus. C'est là où on s'entraîne d'habitude. Aujourd'hui, puisqu'il faut travailler physique avec les enfants, on a choisi 2 séances dans la semaine, les lundis et les samedis, qu'on vient ici le travail un peu physique. Le championnat amateur a démarré depuis le 22 septembre dernier. Actuellement, CEFES est en haut de classement, mais vise le podium. On a fait 2 saisons en D4 et la 2e année, on a eu la chance de monter avec le travail, avec le beau projet que le président Titi Guettier a. On a fait une belle saison et ce qui nous a valu la montée en D3. L'année dernière, on a fait notre première saison en 3e division. Ça n'a pas été facile, mais puisque le travail qui est là, le projet, nous permet de donner le meilleur et les enfants aussi sont prêts, on a fini 5e étant promu. Cette année aussi, on a encore démarré petitement, on est 3e. Aujourd'hui, afin que, sans vous mentir, vous savez qu'actuellement, j'aide Énergie pour sa remontée. Donc, c'est à cause de CEFES, on m'a connu parce qu'ils ont vu comment on a monté, l'équipe est montée de la Ligue 4, ou bien départementale, pour la Ligue 3. Donc, je suis fier, très fier même, très fier. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le président et la gestionnaire qui font, il faut être des fous pour faire ce qu'ils font, hein, parce que parfois leur salaire tout rentre dedans. Depuis 2011, c'est un projet de longue haleine que conduit Charles Titi Guettier et son équipe d'encadreurs. Sur ce chemin périlleux, dans un environnement pas trop favorable, ils ne désespèrent pas. Nous, aujourd'hui, on est très fiers d'être là, de travailler dans ce secteur, d'avoir tout le temps à nos côtés le ministère des Sports qui nous a permis d'être officiellement reconnu comme tel. On ne parle pas de l'élite sans parler de la formation. On ne parle pas de l'élite sans parler de la formation. Et si on veut parler de ça au Bénin, le CEFES fait partie des références aujourd'hui dans ce domaine. La plus grosse ambition de tout promoteur est de placer des joueurs dans de grandes équipes professionnelles. CEFES en fait déjà assez au plan national et aussi sur le continent. Mais il aspire à atteindre le niveau international. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui jouent en première division. Hein, il y en a qui jouent à Coton, il y en a dans bien de clubs, je ne veux pas les citer, au Bénin. Effectivement, c'est grâce à CEFES que je me suis retrouvé de l'autre côté de l'équipe Sovemap. Bon, mon retour ici au CEFES en Pouet, c'est que je n'ai pas eu le temps de jeu qu'il fallait en première division, mais que j'ai demandé. Parce que je sais que arrivé, quand je vais appeler l'équipe à la famille, j'aurai le temps et ça me permet de performer. Tout ça, de faire tout ça, mais tant que vous n'avez pas encore atteint l'objectif, qui est de pouvoir placer des jeunes dans des clubs au-delà du Bénin, des clubs à l'extérieur, afin qu'ils gagnent leur vie. C'est là qu'on gagne plus la vie. Quand ils arrivent à quitter le Bénin, à trouver des partenariats, à trouver des contrats à l'extérieur, c'est là il y a les retombées. Grandir, c'est le rêve du président Titi Guettier pour le CEFES. Et à l'encontre des jeunes joueurs, le vœu de devenir meilleur et tutoyer le haut niveau. La volonté y est déjà, et avec le peu de moyens disponibles, le centre de formation au football, Espoir Sport CEFES,
vise la cour des grands. Espoir Sport CFS, le rêve en pleine réalisation. C'était donc le document de la semaine réalisé par Ali Moumouni. Ali, merci beaucoup. Tanguy, c'est moi. Bonne journée. À demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici notre invité. Monsieur Aïné Hassan, bonjour. Bonjour, c'est Tanguy. Monsieur Atumatin, vous êtes consultant en entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour qu'on échange un peu de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment à l'échelle internationale. Petite curiosité, est-ce que les jeunes béninois sont vraiment présents à l'international? Alors, merci Tanguy, merci à Canal 3 pour l'invitation. De plus en plus aujourd'hui, c'est devenir, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est plus une option, c'est une nécessité aujourd'hui de pouvoir aller à l'international pour plusieurs raisons qu'on connaît déjà, aller conquérir de nouveaux marchés, aller lever du financement, aller trouver des partenaires pour le transfert de compétences. Aujourd'hui, ça commence par devenir une réalité, progressivement. Où est-ce qu'on les trouve souvent? Ou de plus en plus? Les jeunes? Les jeunes. À l'échelle internationale. À l'échelle internationale, grâce à notre initiative, ils sont présents, en fait, ils ont des collaborations avec la Turquie. Bientôt, on développera des programmes avec la Chine, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusivité, en fait. Ça s'ouvre partout dans le monde. Et l'Afrique, comme ça s'annonce partout en Afrique, l'Afrique devient plus que jamais, en fait, ouverte sur le monde plus que jamais. Donc, il n'y a plus un endroit précis, mais il y a des Est-ce qu'ils ne sont pas un peu fermés, je dois dire, ou tournés vers ces pays, anciens colonisateurs de leur pays, par exemple? Puisqu'on sait que, bon, c'est pratiquement un réflexe, hein? Quand on a été colonisé par un pays, la première destination qu'on choisit quand on veut quitter son pays, c'est justement l'ancienne métropole. Par principe, c'est cela, mais la donne change aujourd'hui, progressivement, avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec l'avènement du numérique, avec la donne change. On peut aujourd'hui converser avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Absolument. Vous pourrez discuter grâce à Internet avec quelqu'un qui parle turc, avec quelqu'un qui parle chinois, avec quelqu'un qui parle arabe, n'importe quelle langue. Donc oui, il y a une tendance en fait d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et c'est ce chemin qu'il faut emprunter. Dans quel domaine on les trouve souvent? Alors, les domaines qui sont les plus en vue aujourd'hui, c'est le premier domaine, c'est le domaine de la formation technique et professionnelle. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique, partout en Afrique, est résolument engagée aujourd'hui sur le chemin de la formation technique et professionnelle, qui reste une des solutions pour lutter contre le chômage. Ils sont présents dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les énergies solaires, dans le domaine des mini-industries, toute industrie avec toute machine. Est-ce que dans les industries? Les mini-machines, en fait, qui permettent de faire une bonne présentation des produits qu'ils fabriquent, parce que vous savez, en Afrique, il y a de belles choses qui se font. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous allez voir une personne pour la première fois, on regarde d'abord comment il se présente. Donc, on va acheter un produit par rapport à la manière dont est-ce que c'est présenté. Donc, on a souffert longtemps de la manière dont les produits sont présentés en Afrique. Ils sont tournés vers l'emballage. Ils sont tournés vers l'industrialisation des procédés. En fait, tout ce qu'on fait avec la main avant, on veut maintenant passer à la production industrielle progressivement. Donc, oui, il y a une dizaine de domaines qui sont en vue et qui, dans le domaine même du BTP, dans plusieurs domaines aujourd'hui, une dizaine, en fait, qui font vraiment bruit sur le continent où les jeunes sont très, très, très actifs. Est-ce qu'on ne fait pas erreur en voyant au-delà du continent? Je veux dire, est-ce que les jeunes Africains arrivent à échanger, à faire des affaires entre eux-mêmes, plutôt que d'aller au-delà du continent? Ça reste difficile, parce qu'on a inculqué dans l'esprit de l'Africain qu'il faut avoir peur. Les Béninois ont plus peur, en fait, des Nigériens à côté de nous que les Français ont peur des Nigériens. Il y a 2 avions, en fait, français qui arrivent au Nigeria, je pense, par semaine. Pourtant, les Béninois ils disent qu'ils ont peur, en fait, du Nigeria. Mais cet esprit est en train de changer. Il faut un travail de fond pour on doit se faire confiance. C'est culturel. Voilà, il n'y a pas de développement possible sans la confiance. On doit se faire confiance entre nous. Je suis d'accord avec vous que vous posez cette question. Le Béninois doit pouvoir travailler avec l'Ivoirien, l'Ivoirien doit pouvoir travailler avec le Nigérien, le Nigérien doit pouvoir travailler avec le Sénégalais. Et c'est ainsi que nous allons commencer par se développer. C'est pourquoi nous, dans notre initiative, on ne fait pas voyager seulement les Béninois. En fait, quand vous
notre initiative, c'est ouvert. En fait, tout le monde participe. On finit par fédérer un réseau qui permet des échanges réels, de partage d'expériences et de voyages aussi pour voir ce que l'autre fait, comment ça se passe un peu ailleurs. Donc oui, votre question elle est très pertinente. Il faut que les Africains apprennent à travailler, à faire des affaires entre eux. C'est comme ça que les autres se sont développés. C'est comme ça que les autres pays se sont développés, les autres continents, c'est ce que nous avons aussi à faire. Oui, mais justement, au-delà de peut-être ce sentiment ce sentiment d'insécurité avec les Africains, il y a aussi que les politiques nationales au niveau des pays africains ne favorisent pas ou ne facilitent pas ce commerce-là, ces activités entre les Africains. Se déplacer d'un pays à un autre en Afrique, c'est davantage plus compliqué que de quitter son pays pour aller à l'étranger. C'est extraordinaire, ce constat. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut un travail profond là-dessus. Il faut faciliter, en fait. Mais il y a aussi des questions de sécurité qui se posent de plus en plus dans nos pays. Je peux comprendre, en fait, les politiques gouvernementales, mais après, il faut qu'on aille plus loin. Il faut favoriser davantage, en fait, ce déplacement, favoriser les coûts des billets d'avion sont chers entre les pays africains. Il faut que les gouvernements puissent travailler, en fait, sur cet aspect de choses. Les visas entre pays africains, il faut pouvoir, pour aller au Cameroun, on a payé en fait l'argent pour le visa. En fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple. Donc, il faut un travail profond pour faciliter ce brassage réel qui va nous permettre d'amorcer le développement tant en fait. C'est important qu'on travaille entre nous. Je suis totalement d'accord. C'est aussi intéressant que les jeunes ne soient plus uniquement que dans le service. Absolument. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus dans la transformation. Parce qu'on va se développer que par la transformation. Oui. Il faut qu'on puisse transformer nos produits, il faut qu'on puisse les consommer, en fait. Donc, oui, ils sont de plus en plus présents dans la transformation, dans beaucoup, en fait, de la transformation agroalimentaire, la transformation laitière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, oui, le service est soutenable, mais après, la transformation va rester le moteur qui va permettre en fait de faire décoller en fait le développement de l'Afrique. Il y a aussi que l'Africain cherche le marché ailleurs, alors que le marché de consommation, il est sur place. Absolument. Ça fait partie de nos problèmes. En fait, ça fait partie de nos problèmes, nos réalités. Le marché de consommation, je retourne toujours sur l'aspect de confiance. En fait, quand on va produire un jus importé par rapport à un jus qui est fabriqué au Bénin, psychologiquement, en fait, les gens préfèrent ce qui est importé. Donc, il y a déjà, on doit se faire confiance et prouver à l'autre qu'on peut consommer son produit. Soutenir, en fait, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est consommer, en fait, la production locale. Ce n'est pas forcément injecter de l'argent, c'est de pousser, en fait, à une grande production en consommant local. C'est de faire en sorte que nous puissions nous faire confiance. Faire confiance, parce que la confiance entre nous va amener la confiance dans les produits et va amener, en fait, le développement des petites et moyennes entreprises et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Oui, c'est vrai qu'on demande à ce que les jeunes travaillent pour l'Afrique et avec les Africains, mais est-ce que les organisations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient culturelles ou économiques, est-ce que ces organisations arrivent à appuyer, je dois dire, les jeunes dans leur pays? On prend par exemple la CEDEAO, on prend par exemple la BOAD, etc. Est-ce que ces structures financières arrivent quand même à appuyer des envies, des projets, etc. de jeunes au-delà des frontières de leur pays? Alors, ce qu'il faut déjà dire, pour être plus précis, c'est que la structure du financement, en fait, en Afrique, compte tenu du niveau de risque, en fait, les institutions financières ne viennent pas forcément pour financer la création. Ils viennent pour financer le développement. C'est-à-dire financer une entreprise. La construction de nos routes, la construction d'un hôpital, c'est tout ce qu'ils font. Au-delà de ça, financer une entreprise naissante n'est pas chose simple. Ok. En fait, pas du tout. C'est ce que je veux dire. Une entreprise naissante, une idée, c'est encore très loin. Jusqu'à une entreprise naissante, ce n'est pas simple. Ce qu'ils financent, c'est une entreprise construite, en fait, qui veut se développer. Pour compte tenu du risque, en fait, pour apprécier le niveau du risque. Mais je vous rejoins pour dire, aujourd'hui, on ne pourra pas se développer comme ça, on doit aller plus loin. Les politiques publiques doivent s'impliquer pour que le financement puisse descendre à des cibles qui ne sont pas en fait forcément éligibles au financement classique. Mais je pense qu'au niveau du Bénin, il y a
une série en fait de choses qui se met en place progressivement. Il faut du temps, ça se compte dans le temps, et qui facilite en fait déjà ce genre de choses. C'est vrai que les résultats ne sont pas forcément tout de suite palpables, mais il y a par exemple la création de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, la DPME, qui a fédéré en fait un ensemble de structures qui intervenaient pêle-mêle avant dans l'entrepreneuriat, qui a tout un mécanisme en fait d'analyse, de formation et de financement pour les projets des jeunes. Après, il faut aller plus loin, comme j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir permettre à l'idée des jeunes de pouvoir se mettre en place pour que les talents puissent se développer, afin qu'on puisse... C'est la seule manière pour qu'on puisse lutter contre le chômage. Moi, j'ai l'habitude de dire, il faut mettre en place un cadre qui permet de détecter les talents et faire de ces talents des champions qui vont pouvoir créer des entreprises prospères et pouvoir employer les autres. Le discours que nous menons en disant à tout le monde d'aller entreprendre, où on laisse les gens finir en fait les études, et quand ils finissent d'étudier, on les regroupe dans une salle de classe parce qu'il n'y a pas de travail pour leur dire allez entreprendre, ça n'a pas marché hier, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera jamais. Dans les pays africains, même dans d'autres pays du monde, plusieurs milliards ont été injectés dans ce discours. C'est devenu pratiquement pour d'autres personnes un fonds de commerce. Parce que quand on amène quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture pour parler, pour enseigner à une autre personne comment conduire une voiture, c'est évident en fait que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est ce qui s'est passé ces derniers partout dans le monde d'ailleurs, et puis sans résultat, ou qui a produit peu de résultats. Il faut changer en fait le paradigme. Je pense que le Bénin, quand même à la matière, a compris un certain nombre de choses et est en train de mettre en place plusieurs mécanismes qui vont faciliter ceux dont je suis en train de parler. Alors, vous avez une initiative qui permet quand même d'ouvrir certains jeunes à l'international. Quel bilan faites-vous de tout ce que vous aviez fait jusque-là? Les résultats sont là, les résultats sont visibles. On a fait 2 semaines d'opportunités. Notre initiative s'appelle la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. On a fait 2 en Turquie l'année dernière. Les résultats sont là. On ne va pas en Turquie pour dire, bon, nous venons pour acheter des choses. Nous partons en Turquie avec des jeunes, en fait, pour négocier des accords de partenariat avec des entrepreneurs. On a fait venir, en fait, déjà 2 éditions suffit pour faire venir 7 médecins ici au Bénin, en fait, dans la logique du transfert de compétences. Et je peux vous assurer que les 2 expéditions qu'on a fait sur la Turquie vont permettre, en fait, de gérer des acquis pendant 5 ans. Dans le domaine de la santé, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la formation technique et professionnelle, dans le domaine de la beauté et de l'esthétique, dans le domaine de l'électricité, dans plein d'autres domaines. Alors, notre initiative, en fait, ça évolue. Toute la différence dans ce que nous faisons par rapport aux autres, c'est que nous, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, ce n'est pas une fois, ce n'est pas la participation, c'est une rencontre d'entrepreneurs de haut niveau où on partage de l'expérience, on prend des contacts, on met en place des accords de partenariat qui se construisent dans le temps. Donc cette année, notre destination, c'est la Chine. Nous proposons... Pourquoi la Chine? Tout le monde va en Chine maintenant. Déjà, je voudrais vous dire la Chine parce que l'année dernière, le président de la République a fait un déplacement sur la Chine. Et il a rassuré les Chinois, il a balisé le terrain. C'est une opportunité énorme pour les entreprises. Aujourd'hui, les Chinois vont nous recevoir forcément autrement par rapport aux autres pays, compte tenu de ce lobbying fort en fait, que le président de la République a fait. Nous, on ne va pas attendre. Tout de suite, on s'engage, on ira en Chine. La Chine, si vous voulez, c'est un pays qui a fait d'énormes progressions. Le commerce représente 40% du produit intérieur brut. Vous avez un pays qui est premier importateur au niveau mondial, deuxième exportateur, et qui fait 1,4 milliard d'habitants, en fait, avec un pouvoir d'achat des populations qui s'accroît. On ne peut pas dire que les Africains ne peuvent pas vendre en Chine. Il y a beaucoup de choses qui se produisent au Bénin qui peuvent être... On se dit, bon, eux, ils ont tout à leur disposition. Pas du tout, pas du tout. Ça dépendra de la manière dont on présentera nos produits. Je n'ai pas envie de citer quelques produits. Nous, on travaille sur des produits made in Bénin qu'on va présenter en fait aux Chinois en juillet prochain. En dehors de l'ananas qu'on transporte un peu partout pour... L'ananas a trouvé son chemin. D'autres produits aussi peuvent trouver leur chemin, avec bien évidemment le même lobbying. On va présenter aux Chinois dans des cadres très 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 structurés en fait d'autres produits made in Bénin, et nous pensons que par cette initiative, nous pourrions conquérir en fait le marché chinois. Après, les Chinois ont fait d'énormes progressions dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Ils ont fait d'énormes progressions dans le domaine de la technologie. Ils sont champions au monde aujourd'hui dans le domaine des énergies solaires, la transformation agricole. Nous partirons en Chine avec des personnes qui sont dans ces domaines-là, grâce en fait à nos partenaires locaux en fait en Chine, grâce à notre partenaire au Bénin, Gota Voyage, qui est bien introduit en Chine. Nous allons pouvoir faire une présentation de l'opportunité Bénin.
Nous ne venons pas en Chine pour dire que le Bénin est le dernier pays au monde, il faut venir nous aider. Nous partons en Chine pour dire que le Bénin aujourd'hui est une opportunité en matière d'entrepreneuriat de jeunes. Venez nous voir et pour voir ce que nous faisons ici, pour voir dans quelle mesure on peut collaborer ensemble. C'est dans cet esprit que le respect va s'établir. On ne va pas quand même nous-mêmes renégocier notre forme de colonisation. Oui, très sérieusement. Et dire, aller en Chine, se promener partout, aller dire, venez acheter des machines, venez. Ça ne va pas se passer comme ça. On va en Chine pour dire aux Chinois, nous voici des jeunes entrepreneurs africains, béninois, voici ce que nous faisons chez nous, voici ce dont nous avons besoin, voici nos forces, voici nos faiblesses. Ça, c'est très important. Après, les Chinois n'ont pas tout. Évidemment, le fait de faire croire à une personne qu'il a tout est une erreur. Les Chinois aussi ont des limites. Ils ont des qualités comme des défauts, comme tout le monde. Donc, nous irons en fait voir les Chinois. On va présenter le Bénin, visiter ce qu'ils font, leurs entreprises, visiter les usines. Et on va les inviter au Bénin ici dans le mois de septembre-octobre. Ils viendront au Bénin. On va faire le tour des entreprises en fait, qui ont participé à cette initiative. On va travailler ensemble pour consolider les liens. C'est ainsi que le respect va s'établir. Alors, pour finir, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs est totalement particulière. Il ne faut pas la confondre à des voyages aussi. Ce n'est pas du tourisme. On a que c'est une occasion de voyage de jeunes gens qui ont un surplus d'économie et qui veulent bien passer de bons moments de vacances. Non, on a constaté qu'après notre initiative, il y a beaucoup d'initiatives quand même de ce genre. Moi, j'aime la concurrence. J'aime les initiatives. Ça permet d'établir plus rapidement la vérité. En fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, moi, je propose aux Béninois de suivre ce qui se passe la semaine d'opportunité aux entrepreneurs. C'est un avant, un pendant et un après. Ce qu'on a fait, en fait, en Turquie, on a vu, en fait, comment ça a été préparé. On a vu, en fait, le pendant. Et l'après, on a mis en lumière, grâce même à votre chaîne de télévision, tous les entrepreneurs, en fait, qui ont participé. Ils ont pu bénéficier d'une interview, ils se sont exprimés pour expliquer ce qu'ils font, pour leur donner de la visibilité. Donc, en gros, c'est ça, en fait, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, qui reste un programme unique. Aïdé Hassan, merci beaucoup. Merci, M. Tanguy. Et je voudrais remercier Canal 3 Bénin pour son accompagnement permanent dans nos initiatives. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne aussi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va faire la pause. La fête démarre. Jusqu'au 31 janvier 2024, bénéficiez jusqu'à moins 40% de remise sur toute la gamme électroménager. Aussi, participez à la super tombola de fin d'année sur tout achat à partir de 200 000 francs CFA dans l'une des agences Néo et Allo. Au tirage, plus d'une dizaine de lots à gagner dont les motos Wave S et les téléviseurs LED à ne pas rater. Plus vous achetez, plus vous avez la chance de gagner à la grande tombola de Néo et Allo. Rendez-vous en agence Ganri, Avenue Stenmez, Kongezo et Revan. Garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 60 00 66 66. Néo et Allo vous souhaitent une bonne année. La fête aux cadeaux, c'est maintenant chez Microland Informatique. Des offres exclusives Noël pour vous jusqu'au 10 janvier 2024. Des réductions exclusives jusqu'à moins 40% sur toutes nos gammes de produits informatiques, imprimantes et copieurs, équipements de vidéosurveillance X-Vision, fournitures en papeterie et bureautique et plein d'autres accessoires. Avec Microland, c'est jusqu'à 12 mois, voire 3 ans de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Nous vous proposons aussi des solutions d'impression sur mesure à travers notre service de location d'imprimantes pour vous dépanner. Nous sommes situés à Ganri, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. Microland Informatique vous souhaite de belles fêtes.
C'est le sujet de l'heure, hein. On ne peut pas y échapper, en tout cas quand on est au Bénin. Il faut parler révision de la Constitution. On en parle donc ce matin sur Actu Matin. On en avait parlé hier lors de nos débats avec le commentaire de Franck Aonou. Ce matin, on revient, mais sous un autre angle, notamment avec les partis de l'opposition qui ont choisi depuis hier donc de se réunir, de se concerter et de pouvoir adopter une position commune. Franck, bonjour. En attendant que les autres nous rejoignent, l'opposition aussi affûte ses armes. Oui, c'est le continuum logique de ce que nous avons entendu à la rencontre des députés avec le chef de l'État. Je pense qu'ils avaient promis, ces opposants, de se retirer, de se concerter et de donner leur position officiellement par rapport au sujet abordé par le chef de l'État. J'ai lu un peu le communiqué qui doit être, disons, appuyé par une déclaration au Parlement, par le groupe parlementaire, les démocrates, ce qui est promis d'ailleurs. Et en attendant d'avoir cette déclaration officielle au niveau du Parlement, je peux dire que l'opposition également prend ses marques dans ce débat qui agite l'opinion dans notre pays. Et la position, elle est catégorique. Elle est catégorique et l'opposition ne veut pas d'une révision, comme je l'avais déjà dit hier dans mon commentaire. Elle a fait savoir après une longue... de longs débats hier avec les partenaires politiques dont ils ont parlé. J'ai pu voir le MPL de Expérience TB qui était... Tout le monde était là, sauf la FCBE. La FCBE. On aura certainement le temps d'en parler au cours du... Oui, William, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Alors, l'opposition, donc, s'est vue hier, s'est réunie pour adopter une position commune. C'est le nom qui l'a emporté. On devrait s'y attendre, hein, William? Oui, ce n'est pas étonnant parce que, vous savez, l'opposition avait, à travers la voix de certains de ses ténors, notamment le principal parti de l'opposition aujourd'hui, les démocrates, sur les canaux digitaux, dans certaines déclarations sur la place publique et même en aparté, bien d'entre eux avait opposé une fin de non-recevoir à une proposition de révision constitutionnelle, quelle qu'elle était, quel que soit le contenu. Il n'était pas question de prendre en considération ce projet ou cette proposition de loi de révision, de voir dans le fond si c'est le moment de faire la chirurgie qu'il faut, peut-être par précaution d'être éventré parce que 28 députés qu'ils sont, leurs apports pourraient ne pas être inclus dans les projets ou propositions de révision constitutionnelle. Donc, avant-gardistes qu'ils étaient, ils avaient commencé déjà par annoncer les couleurs en disant qu'il n'est même pas question de recevoir une loi, de proposition de la révision de la Constitution, de l'examiner pour voir ce qu'on propose. D'emblée, c'est un balai du revers de la main. Est-ce que c'est une posture adéquate en démocratie? Je dis non. Je pense que non, parce que, vous savez, le débat, il est pourri sur la révision de la Constitution. On a vendu la bête, on a vendu la peau avant d'avoir tué l'animal. On n'a pas laissé les éléments objectifs venir à la face du débat. C'est bien plus tard que la proposition de loi étant déposée, que nous avons vu les réaménagements qu'on a voulu introduire en matière de calendrier électoral, en matière de clarification de certaines dispositions de la Constitution. Et quand on a laissé les gens sur le qui-vive pendant un bon moment avant que... William, parlons de l'opposition. Elle s'est vue hier. Elle a dit non. Comment analysez-vous ce non? Ce non, comme je venais de le dire à l'instant, pour moi, c'est un non prévisible, mais pas forcément... cela ne rend pas forcément service. Pourquoi? Ça n'a pas service à qui? Au peuple entier. Okay. Moi, j'ai comme impression que on n'a pas à s'opposer parce qu'on est opposition et on n'a pas à vouloir passer en force parce qu'on a une mouvance, on a une majorité. Moi, je pense que sur certaines questions cruciales comme la loi fondamentale, l'émanation même de l'aspiration de l'État-nation que nous sommes en train de construire pour les générations futures et celles qui sont éternelles et non pas nous qui sommes passagers et éphémères,
il y a lieu de faire des débats de fond et des débats, des préoccupations, de bien débattre des préoccupations. Est-ce que justement, le manque ou l'absence de ce débat ne peut pas expliquer, excuser cette position non de l'opposition que vous regrettez? Jusque-là, il n'y avait pas eu débat. Maintenant qu'il y a la proposition de loi, moi, je m'attendais peut-être à un non, jeu politique étant pour dire, maintenant nous sommes revenus à l'Assemblée nationale, nous allons faire blocage. Nous allons montrer que dans l'histoire de notre démocratie, tout ce qui est passé vraiment, véritablement en force ne l'a été que lorsque le Parlement n'avait qu'une seule couleur. Et pour ça, politiquement, ce jeu peut se jouer, mais après avoir disséqué le texte, après avoir dit ce qu'on pense de l'alignement de cette réorganisation. Aujourd'hui, d'emblée, dans leur communiqué, vous lisez que c'est pas question de revoir l'ordre des élections. Pourquoi? Sans argumentaire, sans grandes explications. Ne faisons pas les mêmes erreurs. On n'a pas encore eu le temps de les écouter. On verra bien avec le temps. Eric, ils ont dit non hier. Absolument. Je prends ça pour un non de principe. Non pas parce que ce qui est proposé n'était pas du tout intéressant. Peut-être que dans leur posture de parti d'opposition, comme on l'a rappelé ici souvent William, parti d'opposition s'oppose, donc ils sont peut-être restés dans cette logique-là. Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. D'abord, en termes de mobilisation, je ne pense pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à rallier à leur rencontre la force Corée pour le Bénin émergent, on en parlera qui reste tout à l'heure, parti important. Je n'ai pas non plus vu restaurer l'espoir de candidat Zanaï. Pour, comment on dit, une rencontre aussi importante où on est en train de constater différents blocs se constituer, je pense qu'au niveau de l'opposition, on doit pouvoir véritablement s'aligner. Après aussi, on aurait pu faire mieux parce que quand on dit non, il faut pouvoir aussi donner des raisons, argumenter véritablement sa position et permettre à l'opinion de se faire véritablement une idée. Aujourd'hui, nous avons une proposition de loi avec des indications précises. Donc, je pense qu'ils ont déjà connaissance de ce contenu. Donc, ils peuvent nous dire véritablement en quoi est-ce que le non nous fera avancer au niveau Franck, vous avez l'impression qu'ils ont dit non parce qu'ils sont juste opposants? Non, si vous écoutez un peu les explications pour le moment un peu parcellées de Éric Rondeté, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de réviser la Constitution, que l'opposition propose qu'on décale peut-être la date de dépôt des dossiers. C'est déjà un argument qu'ils ont avancé. Et il faut l'écouter davantage pour comprendre que l'opposition n'a pas dit que non, mais fait des propositions. Je suis d'accord avec William lorsqu'il dit que dans un débat aussi important, aussi crucial, qu'on reste campé, qu'on joue jusqu'au boutisme, jusqu'au boutiste au niveau des opposants, ça ne rend pas forcément service parce que nous avons besoin de faire le débat. Dire non aujourd'hui par principe, comme le dit Eric, c'est un peu comme on dit Hassan Seibou, allez retirer votre proposition de loi de l'Assemblée nationale et on passe à autre chose. Le débat, il est déjà là. Il ne faudrait pas qu'on reste dans une posture à fuir le débat. Il faut faire le débat et même, justement, aller dans le fond, discuter de ce qui est la question de la loi, par exemple sur l'amnistie. Voilà. La mouvance a adopté la même posture aussi. Opposé, ils n'ont rien dit à propos. Ils ont rejeté. On n'a pas voir le contenu. Vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ont rejeté tranquille. On est passé à autre chose. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est le jeu politique et comme la mouvance, lorsqu'on est face à certaines questions, il ne faudrait pas adopter des postures de disons je ne veux pas parce que je suis dans telle ou telle position. Il faudrait qu'on aille véritablement lire ce qui est proposé, lire ce que contient une loi pour décider de son sort. Donc je me rends compte que lorsqu'on est ça avantage, on dit peut-être oui, lorsque ça n'avantage pas, on dit non. Et moi je ne souhaiterais pas avoir une opposition qui me ramène un peu en arrière avant 2011, l'opposition qui disait tout non, qui était dans une position campée, mais Yaïboni était dans son palais et les observait. Alors, lorsqu'on est allé aux élections, eh bien, Yaïboni a fait le chaos, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il y avait une opposition trop tranchée, il y avait des positions, disons, un peu radicales, qui ne favorisaient pas, ce qui ne permettait pas à l'opposition de voir un peu clair dans les jeux politiques qui étaient
qui étaient mises en place. Je pense que tout en disant non, il faut faire des propositions et trouver les stratégies politiques, parce que là maintenant nous sommes sur le terrain politique pour essayer de, disons, d'apporter sa pierre à l'édifice de mieux construire. Téléphone qui sonne en attendant, Eric. Oui. Non, je pense que dans le refus de l'opposition, on ne va pas en faire un procès. Parce que vous l'avez évoqué justement, dans d'autres cas de figure, la mouvance a adopté également la même position sur, par exemple, la loi d'amnistie. On n'est pas allé demander à la mouvance pourquoi vous n'avez pas essayé de prendre le temps de lire le contenu. Est-ce que parce que quelqu'un a dit que techniquement ce n'était pas faisable, que vous l'avez fait aussi de toutes les façons, il y avait aussi une forme d'opposition. Alors, est-ce que c'est ça le jeu finalement de la politique? C'est-à-dire que quand nous sommes en face de véritables problèmes de tests et de lois, justement, on se surveille, on se dit, vous ne m'avez pas rendu service dans tel cas, moi non plus, je ne vous rends pas service dans quel cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne dépasse pas le problème là reste là entier, c'est ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'alignement, les dates, que l'opposition affiche un non, on ne fera pas de magie, il n'y aura pas de mystère. Nous allons nous retrouver dans une situation où même les démocrates seront victimes, parce qu'ils ont aussi des maires qui vont se retrouver d'une manière ou d'une autre dans une situation où, même après avoir été élus, ils ne seront pas en mesure de parrainer un candidat de l'opposition. Comment appréciez-vous justement les présences hier? Parlons des présences avant les absences. Oui, si vous permettez, Tanguy, j'ai bien envie de rebondir sur cet axe de notre discussion avant l'axe des présences. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est opposition qu'on refait les mêmes erreurs que la mouvance. C'est plutôt parce qu'on est opposition qu'on fait mieux. C'est pour ça, parfois, je déplore les clivages politiques dans notre pays. L'alternative n'existe finalement pas. L'alternance tant souhaitée, finalement, n'existe pas. Parce que dans le principe de l'alternance dans le jeu démocratique, c'est l'alternance des idées, c'est l'alternance des personnes, c'est l'alternance du mode de fonctionnement. Ce n'est pas parce que tous, nous sommes unanimes que des gens, aujourd'hui, dans ce pays, sont privés de liberté d'une manière ou d'une autre pour des faits beaucoup plus politiques que judiciaires, que la mouvance présidentielle, dans sa majorité, balaye du revers de la main et n'amène même pas en plénière un projet de loi d'amnistie, et que beaucoup le déplorent, je fais partie de ceux qui le déplorent. Et quand c'est cette méthode que la mouvance présidentielle utilise, et que l'opposition aussi, quand il s'agit de rendre service ou non à la mouvance présidentielle, la même méthode revient, ça voudra dire que les casquettes politiques seules suffisent. Oui, mais on n'est pas politique, on n'est pas partenaire politique. Justement, parce que si vous me donnez un coup, moi je dois être en train de vous caresser. Oui, ce n'est pas un cercle d'enfants de cœur. Mais voilà. Ce n'est pas des moines, et je le comprends. Mais j'ai fait j'ai fait fi des propos de Éric Bouleté. Oui, les démocrates ou l'opposition en général, moi je m'attendais, pendant la sortie d'hier, ça je m'y attendais. Je m'attendais plutôt à une surprise où ils allaient prendre la proposition de loi, juridiquement la dépouiller, parce qu'il y a des insuffisances, et des gens vont vous la trouver. Trouver que, par exemple, il y a certaines failles techniques, et qui, d'un point de vue technique, les amènent à même ne pas s'intéresser à la question, et donc, ils se seraient intéressés à une question, l'auraient balayé du revers de la main, mais stratégiquement et politiquement. Cela serait un gain politique pour eux, parce qu'on ne dirait pas que c'est parce qu'ils sont en opposition qu'ils sont en train de rejeter de go la proposition de loi sur la révision de la Constitution, sachant bien qu'ils ne vont pas la voter, parce qu'ils connaissent leur politique, ils connaissent leur ligne de conduite, c'est ce que je voulais dire justement. Ils savent que c'est un gain politique terrible pour Patrice Talon que de donner caution à une loi révisionniste, et ils savent aussi ce que leur revient, ce qui leur revient en tant que gain politique, en tant qu'avantage, lorsqu'ils vont pouvoir faire bloc ensemble et faire barrage, 28 qu'ils sont, alors, donc pour la proposition de loi. Les présences, FCBE et les démocrates ont eu une brouille récemment, notamment à la suite des déclarations. Vous parlez des absences, je parle des présences. Bon, vous parlez des présences. Oui. Les présences et les absences. Parlons de ceux qu'on voit, on parlera de ceux qui ne sont pas venus après. Bon, les présences, MPL, comment, bon, j'ai du mal avec ces formations politiques de l'opposition. Par exemple, aussi qui étaient présents, les démocrates, les initiateurs. Mais on a vu quand même le lead avec les démocrates, MPL et les autres formations politiques de l'opposition. C'est déjà bien qu'on puisse les entendre d'une même voix
sur une question tout aussi cruciale. J'ai vu des images sur lesquelles lors de préséance, la disposition autour de la table m'a fait sourire. Parce que j'ai vu une présence plus démocrate. Et je me suis dit, bon, qu'on le veuille ou non, ce sont eux qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont eux qui sont au groupe parlementaire. Donc, ils imposent un peu le mot, un peu comme ce que la mouvance présidentielle le fait à l'hémicycle. Ben, on nous a présenté un tableau hier pour nous dire voilà les vrais opposants. Pour ce que nous avons vu des présents, j'ai vu Expérience TB, j'ai vu également le représentant de NFN. J'ai vu l'autre parti politique. On vous fera militant de ce parti pour réussir à bien prononcer. Donc, j'ai vu GSR également. Bon, moi, je ne peux vraiment pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi on a préféré avoir ces présents-là plutôt que de l'élargir. Si vous avez dit qu'on parlera des... Parlons, puisque vous êtes tellement pressé, oui, à parler de vos amis FCBE et restaurer l'espoir qui ne sont pas venus. Oui, ce sont des animateurs de la vie politique qui sont des opposants. Au fort moment de l'histoire récente de notre pays, on avait que la FCBE qui tenait le flambeau de l'opposition. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui. Il n'y avait que qui tenait le flambeau. Oui, véritablement. Ah ouais? Avant l'arrivée des démocrates. Qu'on tenait de pareilles rencontres, vous des congrès. Quel que soit ce que vous leur aujourd'hui, lorsque vous allez au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, la FCBE fait partie des partis de l'opposition, fait partie de l'opposition. Et donc, qu'on ne veuille pas les inviter, je ne sais pas si la démarche a été véritablement faite, mais moi, j'ai passé un coup de fil hier où je me suis rendu compte qu'on n'a pas appelé la FCBE, pour prendre part à cette rencontre. C'est vrai, certains analystes ont trouvé que ce sont des coups que Yahi rendait à la FCBE. Yahi était dans une posture d'écarter les gens, dans un règlement de compte. Le parti Restaurer l'Espoir ne vous intéresse pas? Oui, j'en viens. Le parti également Restaurer l'Espoir qui n'est pas représenté à ces assises-là. Moi, je pense que ce sont des erreurs que l'opposition doit éviter. Quelle que soit la force, même si c'est minime d'un parti d'opposition, lorsque vous les assemblez en politique, lorsque vous faites une addition, ça participe toujours. Déjà, ce clivage que l'on observe, c'est un manque à gagner pour l'opposition et ça peut agir effectivement sur les résultats qu'ils doivent attendre. C'est sûr que dans les prochains jours, on aura une sortie de la FCBE et attendez voir ce que Akandi Dazanae puisse déclencher des flèches contre... Ce ne sera pas nouveau. Oui, ce ne sera pas nouveau. Et c'est ce qu'on doit éviter, justement. C'est ce qu'on doit éviter dans un débat aussi important. D'opposition qui se tire dans les pattes et qui préfèrent même se tirer dans les pattes plutôt que de s'intéresser à leur adversaire. Mais est-ce qu'il fallait vraiment se surprendre l'absence des membres du parti FCBE hier, William? Déjà même lors, je dois dire, de l'admission du parti FCBE comme parti officiellement de l'opposition. J'ai suivi une interview du politologue, comment est-ce qu'il s'appelle, pourquoi j'oublie même son nom, qui traitait justement le parti déjà de parti chauve-souris. Le nom va me revenir, l'ancien animateur de la matinale sur la télévision nationale, Expédie au logo, qui traitait justement le parti de parti chauve-souris. Il y a encore un autre quotidien qui ce matin demande si c'est un parti au destin de chauve-souris. Est-ce que ça ne peut pas expliquer justement qu'on va se méfier un peu de ce parti? Légitime. Mais attention, FCBE, c'est 260 conseillers au sortir des communales de 2020, au moment où les démocrates n'ont pas pu aller aux élections. FCBE, c'est grâce à ce statut, ils avaient d'entrée 7 maires, mais il y a eu beaucoup de rebauchage un peu partout avec la stratégie politique et la très grande immixtion des partis politiques dans la gestion des collectivités territoriales qui décident maintenant de la désignation tacite des maires. Donc, entre-temps, ils ont perdu des plumes, mais ils avaient d'entrée 7 maires. Ils ont eu le statut de chef de file de l'opposition. FCBE, c'est 15% de l'électoral national pendant les communales de 2020. Même si les démocrates ont fait score plus fort,
pour les législatives qui sont en démocratie une élection supérieure. Donc les démocrates ont la plus grande légitimité de l'opposition aujourd'hui, mais la légitimité confiée par le peuple béninois à FCBE en 2020 n'est pas encore terminée parce que les maires sont toujours en poste, les conseillers sont toujours en poste. Donc attention à ne pas se tirer ça dans la patte. Quand je parle de restaurer l'espoir, oui, je dirais, quand Zanaï a été député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la République, les forces d'opposition autour aujourd'hui de Patrice, les démocrates, je ne sais pas combien de grands acteurs politiques gèrent ces formations politiques, mais quand j'ai fini de dire ça, je dirais que candidat Zanaï, c'est l'opposition de l'opposition. C'est cette opposition qui s'oppose à l'opposition plutôt que de s'attaquer à la mouvance. Et vous avez vu sa posture par rapport aux législatives dernières. On ne sait finalement pas quel rôle il joue sur l'échiquier politique national. Il a fait sa campagne à lui, rien que pour combattre l'opposition. Pour combattre l'opposition, les déclarations contre les démocrates, les caïds. Quelque part, on se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à candidat Zanaï. Et quand... Moi, je ne sais pas s'ils ont été invités, ces formations, si elles ont été invitées, ces formations politiques, mais si c'était le cas et qu'il y a eu un refus, je pense qu'il faut un peu plus de concentration. Eric, je pense que sur les présents, sur la liste des partis de position que nous avons, on a quand même réuni l'essentiel, voyez-vous, à part les absents que nous avons évoqués tout à l'heure. Mais je trouve que quand Patrice Talon avait rencontré les 3 groupes parlementaires, beaucoup ont trouvé qu'il fallait élargir une telle rencontre à d'autres acteurs. Alors, je me surprends que l'opposition aussi à son tour, pour une telle rencontre, aurait pu également aussi faire l'effort d'associer d'autres acteurs non politiques, n'est-ce pas, à cette rencontre, toujours dans la perspective de pouvoir élargir le débat. Sur les absents, on ne reviendra pas sur le cas de candidat Zanaï, qui pendant longtemps a toujours trouvé, je ne parlerai pas d'opposition et d'opposition, mais a toujours trouvé que les démarches observées parfois ne sont pas trop réfléchies. Il vient toujours avec des idées du genre, il faut davantage muscler le discours. Avec quelqu'un comme Patrice Talon, il ne faut pas chercher la voie de la négociation, et puis tout ça. Lui, il se prononce en fonction de sa posture, et il trouve que tout ce qui se fait là, c'est peut-être des enfants qui s'amusent. C'est tellement que si vous posez la question pourquoi il n'était pas à la rencontre, il vous dira que, enfin, lui, il avait peut-être mieux à faire, n'est-ce pas, que de ce... Quel est l'impact de cette politique? Désormais, son préféré, c'est Bip Radio. On va capter Bip Radio pour voir je pense que les démocrates, après la boue de Yahi au palais de la Marina, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé la bonne formule de se réconcilier et peut-être espérer se voir à une telle rencontre. Peut-être que cela a fait que la force que répond Bénin émergent, peut-être que les démocrates n'ont pas souhaité les inviter. Bon, Paul Rompa peut se contenter en tout cas de cette manchette de Libération qui annonce qu'il sera reçu par Patrice Talon. Bon, si vous n'êtes pas bienvenu ici, vous pouvez être bienvenu ailleurs. On espère bien que ça pourra l'aider à se situer. On annonce une procédure d'urgence. Je ne sais pas si vous avez cette information. On annonce une procédure d'urgence par rapport à cette loi, oui. Mais vous savez que rapidement, si moi j'étais à la place des démocrates, le premier ami que je vais rechercher à avoir dans cette aventure, c'est la FCBE. Pourquoi? Parce que si éventuellement la force curée pour Bénin émergent afficher notre position, je pense que ça peut fragiliser quelque part avec tout ce que William a évoqué sur l'importance aujourd'hui de cette formation politique. Oui, mais quel sera l'impact sur l'opinion? Oui, mais au niveau de l'opinion, rien qu'à fait observer au niveau de l'opinion que nous avons un parti en tête, les démocrates, mais qui au sein même de l'opposition n'arrive pas à faire l'unanimité. Oui, mais c'est la communication de ce matin. L'opposition est divisée, l'opposition est divisée. On va faire évoluer le débat. Je pense tout le contraire. FCBE aujourd'hui, dans la tête des Béninois et de bien de Béninois, il ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir de la tête de bien de Béninois aujourd'hui que c'est un parti créé pour faire l'opposition. Ce n'est pas un parti qui a d'essence l'opposition à faire. On a divisé l'ancienne FCBE pour que quelques-uns se rapprochent de Patrice Talon. Et eux, aujourd'hui, ils disent que ce qu'ils avaient accepté de faire et que tout le monde leur avait jeté la pierre, on les avait lapidés, c'est ça que les démocrates font aujourd'hui. Donc, c'est un jeu de chaises et moi, je pense que cette union serait difficile. Vous aviez appris que ça va être en procédure d'urgence aussi? On l'entend dire et moi, ça ne m'est pas nouveau. La Constitution, la loi révisionniste du 7 novembre 2019
a été adopté en procédure d'urgence. On y est habitué. Il y a des choses qui ne tardent plus. Ces réformes, la réforme du système partisan en général, avec le code électoral, la révision de la Constitution, le code pénal, tout ça, c'était à la perlée. C'était à une vitesse de croisière. Maintenant, est-ce que les bonnes choses, les choses qui construisent un État-nation, sont ces choses qu'on évacue, qu'on expédie, ou ce sont ces choses qu'on examine et qu'on réfléchit? On ne traîne pas sur les broutilles, on ne va pas traîner. C'est 2 points qu'on veut changer rapidement. On va pas... Et puis, refaire notre français et refaire notre français sur le 3e point. C'est pour ça on ne va pas y passer notre jeunesse. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose que les démocrates ne nous disent pas. Patrice Talon et toute la mouvance présidentielle comptent sur quelque chose pour la révision de la Constitution. Franck? Oui, moi je pense que la procédure d'urgence, c'est une procédure qui est prévue dans les pratiques parlementaires. Et je pense avec la position... Quand il y a constitution, on fait procédure d'urgence. Oui, justement, dans un contexte où l'opposition dit, attention, on ne veut pas d'une révision, il faut laisser tomber, quelle que soit la forme que ça va prendre, on n'en veut pas. La mouvance veut aller très vite. Il faut comment on observe le consensus en allant très vite? Non, mais le consensus, est-ce que les opposants le veulent aujourd'hui? Dès lors que vous dites, les opposants n'ont pas ouvert la brèche ou n'ont pas tendu la pêche. Une bonne raison pour prendre tout son temps, pour chercher des arguments et les convaincre. Non, moi je pense qu'en politique, si vous êtes en face d'un schéma comme ça, vous ne pourrez que caler très vite. Non, là vous n'êtes pas compétiteurs nés. Les compétiteurs discutent, les compétiteurs montrent leur bravoure pendant la compétition. Dans le contexte actuel, vous avez des gens en face de vous, vos interlocuteurs qui disent nous n'en voulons même pas. Vous allez discuter de quoi? Le projet est sur la table des députés et on vous dit non, nous n'en voulons pas. Vous allez ouvrir les discussions. Est-ce qu'ils ont parlé de révision constitutionnelle? Et mieux, ils ont dit, puisque vous êtes allé un peu trop peut-être pour moi en besogne, ils ont dit qu'ils donneront les arguments au Parlement. Ça veut dire que la lecture juridique, la lecture, disons, technique dont vous parlez, peut-être qu'ils vont exposer les arguments au Parlement. C'est ce que nous refusons à la mouvance. Vous n'êtes pas C'est ce que nous refusons à la mouvance. Le Parlement n'est pas un couvent. Oui. Eric. Bon, cela m'étonnerait un peu parce que pour moi, cela serait un peu en désaccord avec ce discours de recherche de consensus. Patrice Talon, bien qu'il a précisé qu'il ne veut pas d'une révision opportuniste, n'est-ce pas? Maintenant, si les groupes parlementaires arrivaient vraiment à se mettre d'accord, eh bien, ça devient leur affaire. Voilà. Et donc, je pense que si dans cette recherche de consensus, on parle encore de procédure d'urgence, je pense que ça porte un peu... Qui a parlé de recherche de consensus? À quelle occasion? Ils sont venus tous nous dire qu'au palais, ils ont cherché... le consensus. Oui, c'est la consigne. Non, les démocrates, quand ils sont sortis, ils ont dit que sur la question du code électoral, qu'ils iront réfléchir pour donner leur position. Mais sur la question de la révision de la Constitution, niet, ils n'en veulent même pas une virgule. On a reçu Abiboro Koubou ici qui l'a dit. Oui, et hier encore, ils l'ont proposition. Au niveau de Hassan Seibou, au niveau du BR, eux, quand ils ont fait la proposition, ils sont allés vers le parti UP, le Renouveau, où le président Akena Tondé a sorti un communiqué. Ça veut dire qu'il compte effectivement sur quelque chose, il compte sur des jeux peut-être politiques pour faire le job. Allez, et puis, c'est au niveau de l'opposition qu'on a plutôt souhaité qu'il y ait un dialogue national, ce que l'opposition souhaitait depuis des lustres. On parle de dialogue, de concertation, même autour de l'audit de la liste électorale, on a parlé de concertation, de dialogue national. William. Si on veut le consensus, et que le consensus, c'est le bis repetita, tout exact et scrupuleusement fait de tout ce qu'on avait commis et qu'on a reconnu après comme erreur, allons-y alors. Et si nous pensons que la meilleure façon de développer un peuple, c'est de jouer avec les émotions et l'avenir de ce peuple pendant toutes les fois qu'on doit parler élection, normalement baisse de la démocratie, allons-y alors. Mais ce n'est pas ce que les pères ont inscrit dans le préambule de notre Constitution. Ce n'est pas... Nous sommes là maintenant et c'est nous qui sommes là.
Merci beaucoup d'avoir participé à ces échanges. Mesdames et messieurs, Mm. non, ce n'est pas encore terminé. Attendez d'abord. On va suivre rapidement ensemble l'immersion de Ouliat Sanoussi. On revient pour le débat. Chers téléspectateurs, bonjour. Ce mardi matin, nous sommes reçus par Madame Honorine Tossa. Elle est spécialisée dans le tressage des sacs macramés. Qu'est-ce qu'un sac macramé? Avec elle, nous allons le découvrir. Madame Honorine Tossa, bonjour. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sac macramé? Merci. Je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. On n'entend pas sac macramé, les sacs faits à base de fils. Ça, c'est un fil en nylon. On le fait aussi en fil coton. Et c'est tressé à la main, comme ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est des sacs faits à base de fils tressés à la main. Le mot macramé, ça désigne simplement ce qui est fait avec la main. Madame Honorine Tossa, on va découvrir le processus de réalisation de ces sacs. Ici, par exemple, nous sommes en train de faire les sacs. Ce que je tiens à la main, c'est des fils en nylon et ça, c'est un crochet. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est des pochettes, des porte-monnaies que je veux réaliser à base de ces fils-là. Donc, il suffit simplement de faire des chaînettes. Et c'est à base de ces chaînettes que nous pouvons obtenir une pochette de notre choix. Il y en a qui sont déjà faits, qui sont tout près là, à côté de nous. Mais voilà le processus. Et au fil de quelques temps, vous allez obtenir la pochette. Ça peut vous prendre combien de temps? Ça là, ça peut me prendre 10 à 15 minutes. D'accord. Oui. Et juste après, je peux mettre à la main la fermeture. Tout se fait à la main. Oui, avec des aiguilles. Ça, c'est juste un processus. Nous allons découvrir tout à l'heure un autre processus de fabrication de ces sacs macramés. Le début d'un sac, déjà nous avons formé les nœuds et après les nœuds, nous les avons agencés. Quand vous agencez les nœuds, c'est que vous avez monté le sac. Voilà le montage, un sac qui est monté. Donc on commence le processus de fabrication. Donc le motif que nous sommes en train de faire là maintenant, on l'appelle Coca-Cola. Dès que nous allons finir, vous allez voir que ça va prendre la forme de la bouteille de Coca. Donc c'est ça. Donc en bas ici, ça c'est des motifs de carreaux qui sont là. En bas, je suis en train de faire les zigzags. Donc c'est les zigzags. Donc je suis en train de faire les nœuds comme ça. Ça va prendre combien de temps? Ça va me prendre 3 jours. En dehors des sacs, est-ce qu'il y a autre chose que vous réalisez avec le fil? Oui, en dehors des sacs, nous faisons les lits picots que vous allez voir tout à l'heure, les salons complets, des fauteuils avec des guéridons. Nous faisons tout ça avec les fils. Madame Honorine Tossa, pourquoi cet amour pour le tressage? C'est une passion. Et cette passion est née depuis que j'étais encore élève. Il y a bientôt 35 ans. Oui. Donc, lors de nos activités coopératives à l'école, il a fallu que j'intègre cette session artisanat où on est en train de fabriquer ces sacs-là avec des fils en raffia et tout. Donc, je l'ai aimé. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais même pas imaginer qu'aujourd'hui, ce serait mon activité principale. J'ai tout fait. J'ai été à l'école, j'ai fini, j'ai eu mon bac, j'ai étudié. Je pensais que je dois avoir un bon boulot, gagner beaucoup dans un bureau, mais ce n'était pas ça. C'est l'artisanat. C'est ce sac macramé qui a changé, qui a transformé toute ma vie. Et non seulement ma vie, qui a changé la vie d'une multitude de femmes au Bénin. Ce qui m'a valu au Bénin 2 prix déjà. Un prix avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Bon, je salue Madame la ministre qui est là aujourd'hui, qui a vraiment eu quand même un intérêt pour ce que je suis en train de faire au Bénin. Après ça, nous avons aussi subi d'autres compétitions au niveau national. Ce qui m'a valu la dernière fois
lors de notre salon national ce prix que vous voyez ici, qui m'a valu la participation au salon de Miato, au Togo. Parlant des difficultés, quelles sont les difficultés que vous rencontrez véritablement dans ce travail? La première difficulté que nous avons, c'est que nous produisons en quantité et nous n'avons pas des marchés faciles où nous pouvons aller écouler les produits. Les femmes travaillent, mais la population béninoise n'est pas encore sensibilisée sur le fait qu'il faut consommer ce qui est produit chez elle. Le local. La consommation du local, ça fait partie vraiment des défis à relever pour le Bénin. L'autre difficulté, c'est les moyens. Vous voyez, lorsque vous avez une activité, il faut quand même essayer de faire la promotion de cette activité-là pour que les gens puissent le voir au loin. Ça, c'est les moyens qui nous manquent. Parce que ce que vous êtes en train de faire ce jour, ça nous encourage énormément. Madame Honorine Tossa, vous avez eu à former des gens. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de personnes déjà formées ou bien les personnes que vous formez actuellement? Ok. Parlant du nombre, je peux déjà évaluer à plus de 2000 personnes dans ce pays, réparties sur toute l'étendue du territoire. J'ai formé des gens jusqu'au nord du pays, dans le Mono. Dans l'Ouémé, là où je réside, j'ai formé plus de 500 personnes déjà. Vous voyez, tous ceux qui viennent se faire former, ils ont un intérêt. L'intérêt, c'est que déjà la formation est bénévolat. C'est ça qui facilite l'accès à ces personnes de venir vers nous. Moi, en tant que journaliste, j'aimerais bien me faire former parce que déjà le tricotage à la base, je l'ai appris. Donc, ce serait facile pour moi de le faire. Ce serait un plaisir pour nous de vous former. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, Madame Honorine Tossa, est-ce que le métier vous permet de vous épanouir réellement? Bien sûr, madame. Moi, ici que je suis, mon mari est là, il peut témoigner avec moi que cette activité m'a réellement épanouie. Entre-temps, je croyais qu'il faut aller travailler. Je suis là, je suis un produit de Bethesda, l'hôpital Bethesda du Bénin. Vous connaissez très bien, qui est situé à Bétro-Mende. Donc j'ai travaillé là plus de 10 ans. J'ai fini par abandonner. Parce que mon mari me dit toujours, ce que je vois en toi, c'est l'artisanat. Alors, en termes de projets, madame, quels sont vos projets? Parlant des projets, je peux déjà nommer en premier la construction de mon centre. Je rêve d'une école. Ce n'est pas simplement un centre, je rêve d'une école. Une école qui sera polyvalente. Parce que vous allez constater tout à l'heure qu'il n'y a pas seulement que les sacs ici, il y a encore d'autres métiers. Donc nous devons vraiment élargir ça dans un cadre adéquat. Et vous allez constater déjà dehors qu'il y a déjà un espace qui est aménagé pour ça. Alors nous tendons vers la fin. Est-ce que vous avez un message à lancer? Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, j'aimerais demander à tout un chacun, si vous êtes une femme qui m'écoutez aujourd'hui, je vous demande, si vous n'avez pas une activité génératrice de revenus, de vous rapprocher du centre de formation d'OCAS qui est situé à Zundia. Nous sommes précisément à Zundia maintenant, qui va vous prendre en charge, vous donner la formation qu'il faut pour que vous soyez épanoui dans la vie. Pour les autorités, je voudrais demander qu'ils puissent nous aider à faire la sensibilisation dans notre pays. Montrer aux gens que la consommation du local fait partie des points forts qui peuvent nous amener vers le développement de notre pays. Eh bien, Madame Honorine Tossa, les téléspectateurs et les autorités vous auraient entendu. Merci pour toutes ces explications. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Honorine Tossa. Elle est spécialisée dans le tressage des sacs macramés. Avec elle, nous avons découvert le processus de réalisation d'un sac macramé et d'une pochette également. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir.
Santé sur Actu Matin, l'avant-dernier rendez-vous pour clôturer ce numéro de votre matinale. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on voit très souvent des gens éternués, des gens qui traînent des mouchoirs à longueur de journée. J'ai bien envie de dire que c'est le cas, c'est votre cas ce matin. Ou encore qui se rendent justement à l'hôpital voir le docteur. Ces personnes souffrent de rhume, une maladie très courante par ces temps d'armatan. Ça fait beaucoup de poussière du nord au sud. C'est de cela qu'il est question ce matin dans Santé Matin. Effectivement, Tanguy, dans la rue, sur la moto, dans les bureaux, on les voit avec des mouchoirs. C'est fréquent ces derniers temps, surtout avec la poussière qui envahit Cotonou et environ depuis quelques jours. Nos narines souffrent. Et ça souffre vraiment. Et la respiration est très difficile. Est-ce le rhume ou simplement l'effet de l'harmattan qui remonte vers le sud? Ce que je peux dire, c'est que le rhume est une affection courante, c'est très courant, qui affecte de nombreuses personnes. Il est généralement bénin, ce n'est pas une maladie grave, mais ces symptômes peuvent rendre nos journées un peu difficiles. Je nous invite à suivre Christelle Yédé, c'est un médecin ORL. Elle nous explique un peu les facteurs de risque du rhume et un peu les signes distinctifs. Il y a les facteurs environnementaux et il y a également les facteurs liés à l'âge. Au rang des facteurs environnementaux, il y a la pollution atmosphérique. Ensuite, il y a les variations climatiques. Il faut noter que les climats chauds et humides favorisent la multiplication des rhinovirus. Comme autre facteur, nous avons parlé tout à l'heure de l'âge. Il faut dire que les tout petits et les personnes âgées payent un lourd tribut par rapport au rhume parce qu'ils ont une immunité qui est assez fragile. Ensuite, comme autre facteur, nous pouvions vous parler des carences en vitamine C, des carences martiales, des carences liées au fer. Alors, les symptômes du rhume, on peut vous parler d'un écoulement nasal, d'une irritabilité, d'asthénie, de courbature, d'obstruction nasale, de picotement pharyngé, de picotement au niveau de la gorge, et ça peut aller jusqu'à une diminution ou une perte du goût et de l'odorat. Et ces signes surviennent généralement après un long voyage, par exemple, ou après une exposition au vent. Alors, on vient de suivre Mme Christelle Yédé, elle est médecin ORL, et elle vient de nous expliquer un peu les facteurs de risque, les symptômes. Tout à fait. On va parler maintenant des traitements et des préventions. Oui, avant d'en venir, permettez-moi de rappeler que le rhume est très contagieux, surtout que le vent souffle beaucoup ces derniers jours, c'est très contagieux. Donc, et également, on confond le rhume avec la sinusite ou la grippe. Elle nous rappelle déjà, elle nous fait un peu la nuance avant d'en venir au mode de traitement et de prévention. Le rhume est une inflammation de la muqueuse nasale. Par contre, la sinusite, c'est une inflammation de la muqueuse des sinus. Les sinus étant des cavités creusées dans l'os au niveau de la face. Et au niveau de la symptomatologie, lorsqu'on parle de sinusite, nous avons des céphalées. Par contre, lorsqu'on parle de rhume, nous avions beaucoup plus de lourdeur au niveau du crâne que de vraies céphalées. Enfin, la grippe, c'est une affection saisonnière et qu'on retrouve essentiellement en période hivernale. Alors, en matière de traitement du rhume, il sera préventif et puis curatif. Le traitement préventif consistera à lutter contre la pollution atmosphérique, à porter des bavettes pour se protéger, à se laver assez régulièrement les mains et à éviter de les porter vers la bouche ou les fosses nasales, et ensuite à consommer beaucoup de fruits et de légumes parce qu'ils contiennent des oligo-éléments et beaucoup de vitamines. Le traitement curatif du rhume, pour ce volet, il faudrait que la population se rapproche d'un médecin, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, pour traiter efficacement le rhume. Voilà ce qu'il en est des modes de prévention et de traitement parce que le rhume est très contagieux. Les spécialistes disent que le rhume dure généralement une semaine et peut partir de lui-même, mais dès que ça dure plus d'une semaine, il est conseillé d'aller voir un médecin. Je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin. Merci beaucoup pour Santé Matin sur cette émission, mesdames et messieurs. C'est la fin donc de votre matinale, ce mardi 30 janvier 2024. L'émission a commencé depuis 6h30 comme à notre
habitude. On va se revoir certainement demain à partir de la même heure. Vous verrez très bien, en tout cas, que l'équipe se mettra en place à votre disposition pour pouvoir quand même vous servir les informations telles qu'elles le fait. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Juste après-moi, vous avez la revue de presse à suivre. Mesdames et messieurs, bonjour. Contrairement au vœu de Patrice Talon, il n'y a pas de consensus autour du projet de révision de la Constitution. Et pour cause, l'opposition s'y oppose, rapporte Fraternité. L'opposition est méfiante. Elle refuse de s'associer à toute initiative de révision de la Constitution et appelle à un dialogue national qui va réunir les autres forces vives. C'est ce qu'il convient de retenir de l'assise des partis de l'opposition. En concertation à l'initiative du Parti Les Démocrates, les partis politiques opposés au pouvoir en place ont eu l'occasion de donner leur point de vue sur le débat enclenché par une décision de la Cour constitutionnelle. À l'origine, le juge de la loi fondamentale a demandé au Parlement de se prononcer sur une inquiétude soulevée sur les ayants droit au parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026. Qui des nouveaux élus en 2026 ou des actuels va détenir ce droit de parrainer? La question concerne plus les maires dont certains élus seront installés avant et d'autres après la date de clôture du dépôt des dossiers des candidats à la présidentielle. Mais très vite, le débat a filé comme un éclair passant d'une correction du code électoral à une possibilité de révision de la Constitution sans une discussion préalable entre les forces politiques. Plus grave, un texte de loi portant révision de la Constitution est déjà préparé et porté par un député de la mouvance. C'est flou et en même temps suspicieux aux yeux de l'opposition. La démarche est décriée, bien que le chef de l'État ait lancé la concertation. Cette information est relayée par plusieurs canards ce matin, dont le Béninois libéré, qui précise que du côté du parti Bloc républicain, tous les voyants sont ouverts pour une relecture de la Constitution. Le président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a présidé ce lundi 29 janvier 2024 au siège du parti une séance de travail avec le groupe parlementaire Bloc républicain et les membres du secrétariat exécutif. Au cours de cette séance, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, dont la proposition de loi déposée par le député Hassan Seibou le 26 janvier dernier. Au terme de la réunion, le parti a rendu public un communiqué final évoquant les différentes résolutions prises. En effet, les députés ont salué l'initiative du président du BR, Abdoulaye Biotchane, avant de réaffirmer leur engagement à informer la population sur la décision du chef de l'État de ne pas réviser la Constitution opportunément, notamment pour un troisième mandat présidentiel. Sur la question relative à la proposition de loi sur la modification de la Constitution, les députés ont rassuré que cette proposition préserve les fondamentaux constitutionnels et vise à réduire la durée du mandat présidentiel actuel. De plus, les députés ont décidé d'approfondir les discussions sur la proposition lors des prochaines réunions du groupe parlementaire. De son côté, Matin Libre nous révèle que Ralph Moupita, le PDG de MTN, a été reçu en audience par le chef de l'État. Les détails à retrouver à la page 5. Autre information traitée par les journaux ce matin, le premier anniversaire du drame de Dassazoumé. Le soleil levant nous apprend que les populations n'ont pas oublié cet accident cauchemardesque. 29 janvier 2023, 29 janvier 2024, ça fait exactement un an que s'est produit un incident meurtrier ayant ôté la vie à plus d'une vingtaine de personnes. Ces personnes de divers horizons quittaient en effet Parakou pour rejoindre Cotonou. Malheureusement, malgré la joie qui se lisait sur les visages dans le bus, ces derniers ne vont pas atteindre Cotonou avant de passer de vie à trépas. À l'origine de ce deuil national, la collision entre un camion et le bus Baobab. La dite collision
a entraîné un incendie qui a calciné plus de 20 personnes. Dans leur rang figuraient plusieurs autorités. Rappel, le soleil levant. Mesdames et messieurs, achevons ce point de l'actualité par des nouvelles de la CAN 2023. Selon l'emblème du jour, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire verront les quarts de finale de la compétition. Plus de précisions à la page 8 du quotidien. Fin de la revue de presse de ce mardi 30 janvier 2024.